Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une discussion un peu particulière avec Romain et Souleymane. On va se retrouver pour une discussion qui va être centrée sur Strange Strategy, qui va être centrée sur l'évolution de nos façons de programmer, de notre philosophie de l'entraînement, des différentes choses qu'on peut mettre en place avec nos athlètes. On va vous faire part à la fois de notre expérience, à la fois des retours d'athlètes qui nous ont aussi amené à changer parfois nos méthodologies. On aura chacun des points à aborder. Voilà, on espère que vous allez apprendre certaines choses, même pour nos athlètes aussi, assister un petit peu voilà, à ce qu'il y a derrière les services qu'on propose, les évolutions que vous avez pu constater et aussi qu'on puisse vous expliquer un petit peu voilà, nos choix et surtout les justifier parce que ça reste aussi un peu le cœur de notre philosophie qui est d'expliciter au maximum nos méthodes, pourquoi on fait comme ça et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'en discuter aussi souvent. Donc qui veut commencer avant que je me fasse attaquer par la qualité de ma caméra? Qui peut commencer avec une belle caméra? Je vous laisse commencer les gars. Non, mais vas-y, je trouvais que tu étais bien parti. Je pense que pour redistribuer un peu la parole au début, tu seras bien à l'aise. Donc, Ouais, avec une je te mauvaise sens chaud caméra. là, tu sors d'une visio. Donc, Ouais, c'est je ça. pense que tu seras plus à même de nous guider là. Bah, en fait, je pense que déjà le point de départ, c'est de dire que on a été, je pense tous les trois, je pense qu'on peut le dire, on avait déjà abordé ça dans un podcast précédent. On a tous les trois été coachés, je dirais, à trois, on a dû faire quasiment, je dirais, 80% du coaching qui est à mon niveau, à mon sens, hein, qui est du bon niveau en power. Donc, on a un peu touché à différentes méthodes. Il y a quelques coachs qu'on n'a pas dû faire, évidemment. Mais Bon, il y en a forcément, beaucoup qu'on n'a ça. pas fait. Ouais, ouais, il y Il en y a a quand même beaucoup peut-être qu'on n'a moins de pas coachs fait. aujourd'hui que. Ouais, ouais, Mais je bien pense sûr, que mais ce c'est que vrai peut-être à l'époque, mais ouais, enfin, ouais, ça a avec le changé, ça temps, a je pense que. changé. Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on a commencé à se faire suivre aussi nous, parce que bah, c'est comme ça aussi qu'on a pu voir ce qui se faisait, parce que ça reste l'investissement principal en termes de formation, c'est un peu tout ce qu'il y a. Ce qui fait qu'on a, je dirais, qu'on a connu des modes et surtout que plus on a avancé, je dirais, plus on a maturé aussi, plus on a pris de l'expérience, plus on a trouvé, je pense aussi, notre méthodologie. Euh, et je pense que c'est important. Enfin, moi, je dirais qu'il y a, je vais essayer, après, vous me compléterez évidemment, les gars, mais je dirais qu'il y a trois éléments qui composent notre méthode. Je pense que c'est la simplicité, c'est-à-dire que on va à l'essentiel et on essaye d'éviter les guirlandes, en fait, nos morts guirlandes. On évite, si on sait pas pourquoi on mettrait quelque chose, on le met pas. La deuxième chose, je dirais que c'est la personnalisation. Ça, je pense que ça va avec aussi la simplicité, parce que personnaliser, ça veut pas dire rajouter des choses à l'extrême, ça veut dire souvent revenir à l'essentiel. Et la troisième chose, mais je pense que c'est un peu notre marque de fabrique aussi, c'est le tracking des données. C'est-à-dire être le plus, je dirais, data-based possible. Et c'est quelque chose sur lequel je pense que Souley aura aussi envie d'intervenir peut-être un petit peu, mais sur le fait on a avancé beaucoup sur ce qu'on peut traquer, comment on le traque et surtout comment on l'analyse. Parce que traquer des données, si vous n'avez pas l'analyse derrière, bah, c'est juste rigolo sur Excel, mais ça donne pas beaucoup plus, quoi. Ouais, c'est Qu'est-ce que ça. vous Et en je pense pensez, qu'il y les a gars? quelque chose je dirais, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais déjà revenir, c'est que tu as dit, c'est important de pouvoir justifier tous ces choix. Et là-dessus, je suis d'accord, dans le sens où il faut toujours avoir une raison, je pense, tu vois, de choisir tel range rep à la place d'un tel autre. Tu vois, bah, pourquoi tu vas mettre 7 reps au lieu de 6, au lieu de 8, parce que c'est des formats de reps qui sont très proches. Mais je pense que justement, réussir à justifier le plus d'éléments possible dans sa programmation et de manière précise, pas forcément je fais 7 reps parce que c'est 70% ou tu vois, un truc comme ça, mais plus se dire, bon, bah, parce que le bloc d'avant, on en a fait 6 ou parce que le bloc d'avant, on en a fait 8. Ça peut être un élément aussi bête que ça. Et même comment le raisonnement peut être un petit peu erroné, enfin, dans le sens où le résultat n'est pas celui qu'on aurait escompté. Mais je pense que d'abord, formuler une hypothèse pour chaque variable qu'on va essayer de mettre en place, c'est déjà un bon élément pour réussir à comprendre un petit peu les variables qu'on va chercher à ajuster au fur et à mesure des blocs, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et toi, Souley, qu'est-ce que tu en penses là-dessus, sur le fait d'avoir des hypothèses? C'est quelque chose qui a changé un peu dans ta façon de programmer ou... Oui, bah alors il faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé à coacher, j'ai commencé avec toutes les méthodes sur lesquelles je pointe un petit peu le doigt maintenant. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait pas mal de Westside avec du pause rep élastique à la SSB, avec des jours de speed rep au deadlift, des trucs comme ça qui nous font un peu rire maintenant, mais à l'époque, bah, c'était la mode. Il y avait quoi? Il y avait peut-être deux,
deux mouvements de pensée. Il y avait Westside et il y avait un petit peu l'équipe 3DMJ avec Eric Helms, etc., quoi. Et bon, évidemment, il y en avait d'autres, mais je veux dire pour ceux qui étaient vraiment connus. Et je vais pas citer non plus Rudy Koya, etc. Sachant que on s'en sert pratiquement pas de leur cycle en force, quoi. Mais bref. Du coup, ouais, je suis passé un petit peu par tous ces éléments-là, et en fait, je fonçais un petit peu tête baissée. C'est-à-dire que j'ai fait mes premières griffes. Je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'on programme, il faut mettre des speed day, ben, je vais mettre des speed day. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à ouvrir mon esprit de plus en plus, à aller chercher à droite à gauche. Ok, mais pourquoi je mets du speed day? Ok, ils disent que c'est pour passer un point dur plus rapidement, etc. Enfin, et de plus en plus, plus je lisais, plus j'en apprenais, et plus aussi mes différents coachs m'en apprenaient. Et plus je me disais, ok, alors c'est peut-être pas ça la meilleure des solutions, peut-être qu'il faut essayer de revenir à l'essentiel, justement. Et en fait, à un moment donné, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, ok, mais du coup, qu'est-ce qui fait que je programme pas au hasard? Parce que c'est bien beau de dire, ok, on individualise, ci, ça, etc. Mais en fait, tant qu'on n'a pas une trace écrite qu'on peut regarder très facilement, parce que je veux bien qu'on garde toujours une trace écrite des précédents blocs, etc. Mais en fait, le fait de pouvoir regrouper les datas et d'y avoir accès très rapidement en un clic, en deux clics, c'est ça qui va nous permettre en fait d'analyser au mieux et de se dire, ok, le bloc d'avant, il s'est passé ça, le bloc d'encore avant, on a fait ça. Là, peut-être que pour le prochain, on pourrait faire ça compte tenu de ça. Bref, c'est très hypothétique ce que je viens de dire, mais en fait, le fait d'avoir accès à toutes ces données, c'est ce qui fait la différence entre un coach qui programme au hasard ou non. Parce que moi, le premier, à une certaine époque, je disais, OK, je sais ce qui marche sur tel athlète. J'ai vu qu'on a fait à peu près ça sur le bloc d'avant. Je pense qu'il réagit bien à peu près à ça. Et, c'est de l'à peu près, c'est de l'intuition, c'est de l'empirique. Et au final, OK, ça peut marcher, je ne dis pas le contraire. Mais on n'a aucune certitude dans ce genre de circonstances-là. Et puis aussi pour aller chercher les données précédentes des précédents blocs, si jamais c'est envoyé par message WhatsApp. Encore une fois, moi aussi je l'ai fait, mais que ce soit par message WhatsApp ou bien par un Excel qui n'est pas interactif, bien sûr. Qui traîne dans le fond de l'ordinateur ou quoi, c'est vraiment compliqué en fait de retourner chercher ces données-là et de pouvoir s'en servir en fait. Donc c'est bien beau de les avoir, mais il faut s'en servir aussi. Et c'est surtout ça, je pense, qui nous a tous fait step up. C'est quand Romain a commencé à pimper notre template et notre Excel et qu'on a pu en fait avoir très rapidement accès à toutes les données. Ça peut être les données d'une saison complète en fait. Et très rapidement, c'est ça qui nous a fait passer à un niveau au-dessus, je pense. C'est là-dessus, je te rejoins, Soulé, sur le fait que souvent, en fait, la personnalisation, souvent, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'était souvent le bloc N-1, c'est-à-dire le bloc précédent, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Ça, c'est facile, enfin, c'est facile. Tu as le bloc sous les yeux, donc évidemment que c'est facile, tu le mets en double écran, tu regardes l'ancien, tu regardes le nouveau, bon, voilà, tac. Mais quand tu traques sur suffisamment longtemps, moi, je sais qu'il y a des athlètes avec qui, parfois, j'ai été rechercher des stratégies, des strange stratégies. J'ai été chercher des stratégies, il y a genre 6 ou 7 blocs, en fait. Et ça, je sais que quand tu as un outil qui te permet de le faire plus facilement, tu le fais plus facilement. Et ça, je pense que Romain, là-dessus, a fait un travail de dingue sur le fait de rien que d'avoir un onglet dans lequel tu as tout qui est, je dirais que tout qui est très clair. C'est-à-dire, par exemple, tu traques ton ERM. Si tu as 12 blocs et que tu peux voir à un moment donné où le ERM montait beaucoup, bah, tu te dis, OK, c'était le bloc 6. Paf, je vais chercher mon bloc 6, je regarde ce que j'ai fait. Et là, tu as gagné un temps de dingue parce que tu n'as pas été obligé d'aller un peu à la. Tu sais, un peu en science, on appelle ça du cherry picking. Tu sais, tu vas chercher la petite référence qui te manque. Bah là, en fait, tu as toutes tes références. Donc, bah là, tu vas la chercher tout de suite, quoi. Et ça, je sais que moi, ça a beaucoup changé mon. Je m'autorise beaucoup plus à aller chercher des choses qui avaient été faites il y a. Surtout que la plupart de nos athlètes, on les suit depuis un bon moment, pour beaucoup. Et en fait. Bah, tu as besoin d'aller voir en fait ce qui s'est fait et souvent tu réinventes pas la roue en fait. Enfin, Romain, je sais pas ce que tu en penses, parce que c'est toi qui es un peu derrière tout ça, mais. Je pense que moi, en fait, je dirais le gros changement, en fait, ce qui a fait que vraiment je me suis dit que c'était impossible de passer outre certaines choses, mais en tout cas, évidemment, c'est possible de faire outre, mais je dirais que j'ai trouvé que c'était vraiment plus simple. C'est à partir du moment où, enfin, moi, du coup, je vais raconter un petit peu ma vie aussi, mais je dirais que
c'est arrivé aussi, je dirais, il y a très longtemps, parce que moi, il faut savoir que j'ai commencé à coacher un petit peu en power avant de faire du power. Et, j'avais tendance à mettre. C'était une époque où tu vois, je coachais 2-3 potes comme ça pour le plaisir, mais je me souviens que c'était bon, il y a un mouvement qui n'arrive pas trop à bouger. Tu sais, je partais du principe, je me dis, ah ouais, le sticking point, il est à cet endroit-là, on va essayer de mettre une variation pour battre le sticking point, tu vois. Et je me souviens que comment j'en avais parlé avec Roman il y a très longtemps et que c'était vraiment ah ouais, mais si tu es plus fort avec un déficit, tu vas forcément être plus fort sur du compte, tu vois. Genre, si tu as fait 260 sur du compte et que tu le fais en déficit, bah, tu vas forcément être plus fort sur le compte. Le fameux Et en fait, transfert. ouais, c'est ça, tu vois. Et en fait, dans les faits, bon, ça peut être le cas, mais c'est pas toujours le cas parce que tu t'adaptes à la variation, tu t'adaptes à une amplitude, etc. Et du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui fait que du coup, on n'arrive plus à progresser? Parce qu'en fait, à partir d'un moment, quand tu es arrivé sur une intensité max, par exemple, sur un bloc, tu es obligé de refaire un pas en arrière, en fait. Tu es obligé de rebaisser un petit peu ton intensité parce que quand tu commences à être RPE 10 sur tous tes formats, bon, bah, tu vas pas te mettre à taper des 15 reps sur des mouvements de compétition, etc. Tu vois, tu peux pas aller chercher des PR partout forcément dans ce sens-là, en tout cas. Juste, tu vois, des volumes PR ou des PR sur une série, des PR en absolu. Ce qui fait que, encore une fois, tu es obligé de diminuer un peu l'intensité. Et je pense qu'avoir la vue sur d'autres variables, par exemple en cherchant à réaugmenter la capacité de travail, etc., mais sans le faire à la louche, tu vois, en regardant un petit peu le tonnage, le nombre de séries que tu faisais, etc., ça te permet d'avoir un œil sur bah, jusqu'où il faut que tu ailles. Et par exemple, si c'est déjà une période que tu as connue, se dire, OK, je me souviens à cette période-là, on avait énormément monté le volume, on était monté à, je ne sais pas, 10-11 séries de deadlift par semaine, alors qu'avant, on était plus sur 8-9. Bon, bah ok, à cette période-là, on était monté à 11-10. Maintenant, 11-10, c'est un volume que je peux tenir avec des intensités hautes sans avoir de problème de récupération, etc. Peut-être que maintenant, on va essayer de passer à 12-13, tu vois. Et ensuite, de se dire, bon, bah pareil, tu cherches à récompenser en augmentant un petit peu l'intensité au fur et à mesure. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, sur le long terme, parce que de toute manière, pour progresser, à un moment, tu n'as pas le choix, il faut en faire plus. Sauf qu'en faire plus en termes d'intensité, il y a un moment, quand tu as fait, quand t'as passé une barre à 105% de ta RM et que tu étais RPE 11, ça va être compliqué de continuer à monter de manière linéaire comme ça, tu vois. Ouais, clairement. Donc, c'est peut-être un modèle qui s'adapte, enfin, qui se prête un peu moins à la mouvance emerging strategist, tu vois, qui est aussi très présente aujourd'hui. Mais je pense que dans un modèle de périodisation peut-être un peu plus classique aujourd'hui par bloc, cette approche-là et surtout réussir à tenir les datas qu'on a sur le long terme, c'est aussi super important, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Mais il y a ce truc aussi où bah, ça fait le pont avec moi. Il y avait autre chose sur lequel j'avais envie de discuter un peu avec vous. C'était aussi la quantité de travail. C'est-à-dire que moi, il y a un truc sur lequel j'ai beaucoup évolué. C'est d'en fait revenir à une chose élémentaire. Tu vois, c'est le cycle stimulus, récupération, adaptation. Et de considérer que, en fait, tu peux pas augmenter l'intensité à l'infini, ni le volume d'ailleurs, mais tu peux pas en fait, comment dire, tu dois accepter parfois quand tu as un athlète qui a un niveau intermédiaire plus, je dirais, d'accepter de reculer et de reconstruire et en fait considérer que Ouais, ce cycle exactement. existe toujours, mais il s'étale en fait. Tu vois, il s'étale Mm. et je pense que c'est un truc sur lequel on a je pense le plus changé aussi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais ce truc de se dire ok. Il faut accepter que certains blocs, tu vois, il y a un truc que je pense à Romain par exemple, c'est un truc que j'ai vu émerger aussi chez toi, ce truc de dire, ok, ce bloc-là, on va pas monter au-dessus des RPE 8, mais par contre, on va monter ta capacité de travail et en fait, tu vas être capable d'encaisser derrière, quoi. Et ce truc de se dire, c'est pas grave s'il n'y a pas un PR en absolu, s'il n'y a pas un top single all-time PR à chaque bloc, bah en fait, c'est pas, ça constitue pas un bloc qui marche pas, en fait. Et ça, Ouais, c'est et un puis de truc, je pense qui est important, en fait. J'allais dire, je Carrément. pense que de toute façon, passer un certain niveau, je suis désolé, Suleiman. Ah, J'allais dire, passer un certain niveau, ce top single de PR à chaque bloc, tu vas plus pouvoir l'avoir, tu vois. C'est une Mhm. problématique, c'est pour ça qu'il y a énormément d'intermédiaires, etc., qui stagnent et qui viennent nous voir, qui ont l'impression qu'ils ont, tu vois, ils sont arrivés au maximum de leur potentiel et que là, ça y est, si tu benches plus que 140 kilos, t'es pas naturel, tu vois, c'est pas possible. Euh, je pense que c'est aussi ça un petit peu leur problème, tu vois, c'est qu'ils ont vraiment la vision sur, je dirais, leur début un petit peu euphorique, où ils se disaient, OK, peut-être tous les blocs ou tous les deux blocs, j'avais un PR plus 5 sur mon comp.
Aujourd'hui, c'est plus possible parce que c'est trop compliqué d'avoir une progression linéaire comme ça. Et donc, encore une fois, tu as toujours des progrès, mais peut-être que parfois, sur certaines phases, ils sont, ils sont plus difficiles à cerner parce que c'est pas forcément des PR sur une série, etc. Bon, comme j'ai dit juste avant. Et il faut quand même considérer qu'il y a un plus et qu'à partir du moment où il y a un plus, tu vois, faut croire en le processus. Et à partir du moment où tu en fais plus et que ça te demande pas d'en faire plus, je veux dire au niveau de la récupération, etc. C'est-à-dire que ouais, tu peux en faire plus. C'est pas t'en fais plus, c'est tu peux en faire plus. À partir de là, il y a une forme de progrès et en principe, tu progresses, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, juste, je voulais revenir sur la fameuse capacité de travail, capacité de récupération. J'y pensais pas du tout avant. C'est-à-dire que je partais du principe qu'un athlète a une certaine capacité de récupération et que la capacité de travail en découle, et que c'était plus ou moins figé dans le temps. Je Ouais. savais qu'on pouvait un petit peu améliorer ce genre de choses avec un fameux cycle hypertrophie ou quoi, mais au final, là, ça rentre clairement dans l'équation principale. Et justement, comme l'a dit Roman, en fait, le fait de reculer pour travailler cette capacité, c'est ça en fait qui va te permettre d'en faire plus derrière et d'avoir la capacité d'en faire plus et d'atteindre justement le stimulus dont tu as besoin pour pouvoir progresser à nouveau. Tu vois. Ah ben ça c'est un truc moi sur lequel j'ai beaucoup changé d'avis aussi parce qu'en fait maintenant pour moi ce qui définit le potentiel d'un athlète, enfin en tout cas sa capacité à progresser sur une saison par exemple, c'est clairement bon déjà le fait voilà qu'il arrive à récupérer, ça on est d'accord, hein, toutes les variables de pas se blesser, enfin les classiques, mais c'est aussi la capacité à construire une capacité de travail dans le temps. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que ton athlète, enfin que la collaboration dure suffisamment longtemps pour que tu aies un point de départ et un point d'arrivée, et qu'en fait, tu acceptes que cette capacité de travail, tu vas peut-être ajouter une série par bloc, mais quand tu ajoutes une série par bloc sur 12 blocs, c'est énorme déjà. Ouais. ça te fait un truc de dingue. Et en fait, c'est souvent ce que j'aime bien montrer, c'est que peut-être que tu as rajouté une petite série par là, une petite série par là, mais en fait, sur une saison, si ta saison elle est bien construite, mais tu peux progresser, enfin, tu peux beaucoup progresser. Et en fait, on a tendance à parfois, je pense, vouloir tout de suite la petite progression sur le petit bloc qui arrive. Et en fait, c'est ce que j'aime bien dire, c'est qu'un PR de 2,5, c'est pas énorme. Mais 2,5 fois 10 blocs, mais c'est monstrueux en fait. Et en fait, si tu as ça en tête, et ça te fait penser le coaching, le suivi en termes de durée beaucoup plus longue. C'est que, ouais, en 3 mois, tu vas peut-être pas arriver à faire un PR plus 70 ou 80. Ouais, Ça peut après, arriver, ça mais c'est dépend plus du lié à niveau la chance, tu d'avancement, vois. ouais, c'est ça. Mais par contre, garantir que, voilà, dans un an, on sera à un autre point que notre point de départ, ça, je pense que c'est un truc que j'ai eu plus en tête, je pense, avec, voilà, comme dit Souley, la capacité de travail, pour moi, c'était fixé. C'est-à-dire que, tu vois, tu faisais un 4x6, bah, moi, je prends l'exemple du soulevé de terre, mais un gars qui allait dire, ouais, moi, j'encaisse pas le volume, je peux faire un top Bah, c'est 7 cuit, et il n'encaisse après, pas le volume. Ouais, c'est ça. voilà, tu vois, ouais, je fais un top 7 et après, par contre, je peux pas faire de back-off parce que c'est trop dur. Bah, le bloc 1, tu vas faire un top 7 et un back-off. Le bloc 2, tu vas faire un top 7 et deux back-off. Et le bloc 8, le mec, il fait 5 séries à la même charge, tu vois. Et Ouais, bah, en bien fait, sûr. c'est pas figé. En fait, c'est pas figé, tu vois. Et si tu penses que c'est figé, bah, tu t'enfermes. Et si tu t'enfermes, bah, tu stagnes, en fait. Enfin, c'est mon observation. Enfin, je sais Je pas ce que vous en partage pensez là-dessus, complètement mais ton observation. je pense que ça, Ouais, c'est important, hein. j'allais dire ouais que au final, même si on n'ajoute pas une série forcément à chaque bloc ou quoi, en fait, il faut juste garder ce. Je vais pas dire que c'est un automatisme, mais c'est un bon truc à avoir en tête où quand on arrive dans une période de stagnation, encore à définir la stagnation, etc. Mais il faut pas hésiter à en faire plus en fait, parce que dans la plupart des cas, pour les lifetime intermediates, c'est un pas assez plutôt qu'un trop quoi. Ouais, 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 si ça t'as arrive. si t'as les bonnes datas, ouais, je suis d'accord, hein. Et je pense aussi que, enfin, tu vois, moi, bon, tu savais, j'ai fait beaucoup de pratiques un peu body en loisir où je m'intéressais quand même à la performance, mais j'avais aussi ce truc-là de me dire, OK, il faut que l'intensité, elle reste haute. Et en fait, c'est juste les formats de rep qu'on va changer, tu vois. Et je me disais, OK, bah, si là, 3 séries RPE7, il n'arrive pas à les faire, il faut qu'on reste sur 2 séries et c'est mieux qu'on fasse du travail de qualité, etc. Et aujourd'hui, je dirais que j'aurais plus tendance à privilégier de temps en temps, tu vois, de faire un peu plus de séries, quitte à baisser un peu l'intensité, parce que évidemment que l'intensité, comment
dans une certaine mesure, déterminer un petit peu le volume que tu peux encaisser. Si tu commences ta première série RPE 9, bah déjà, si tu arrives à faire 3-4 séries le jour J, c'est déjà bien. Alors que si tu es RPE 7, que tu as une bonne technique, que ça bouge pas trop, bah clairement, si on parle d'un développé couché, je connais des gens qui pourraient encaisser 10 séries de bench. Ça ne veut pas dire que ce serait la bonne solution, mais clairement, ils pourraient le faire. Et peut-être que ça peut être une opportunité de progresser, quoi. En tout cas, savoir que tu peux en faire plus, pas forcément en ajoutant des kilos sur la barre, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que par exemple, encore une fois, ajouter 2 kilos sur la barre, tu ne vas pas forcément en être capable. Ajouter une rep sur chaque série, tu ne vas pas forcément en être capable. Alors que ajouter une série, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple à mettre en place, tu vois. Même un gars qui est très avancé, si le RPE n'est pas super élevé, il va quand même être capable, généralement, avec une technique stable. Évidemment, après, il faut voir tout ce qui est récupération, c'est très individuel à ce niveau-là, mais il y a certaines phases où tu vas te retrouver à pouvoir ajouter une série de parts et d'autres, tu vois. Il y a Carrément. aussi, il y a un truc, justement, ça me fait réagir parce que moi, ça me fait tout de suite penser à un truc, on en avait déjà discuté ensemble, mais est-ce que l'athlète casu ou loisir en FA existe? Je vais m'expliquer. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup changé d'avis. Et en fait, je me dis que si tu veux être coaché, ou si tu veux, enfin, si tu t'y intéresses suffisamment, souvent, c'est un sport dans lequel tu t'impliques. Et en fait, j'ai l'impression que parfois, certains athlètes se donnent pas les moyens de leur objectif. Et c'est un truc, moi, sur lequel c'est-à-dire que les athlètes, tu vois, qui ont du mal à récupérer, qui en fait, j'en ai pas rencontré des masses. Enfin, des athlètes, si tu veux, bon, il y en a forcément, on en a tous, hein, des pères de famille qui bossent 50 heures. Il y en a, évidemment, je dis pas qu'ils n'existent pas. Mais je dis que l'athlète moyen qui a entre 18 et 25 ans, qui peut taper des SBD de 3 heures ou des trucs comme ça, bah, en fait, il est plus commun qu'on l'imagine. Et surtout, en fait, faut pas avoir peur de s'entraîner comme un vrai athlète. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu une tendance parfois à toujours dire ok, submax, subvolume, voilà, attention à la récup, attention aux blessures et compagnie. Évidemment, hein, on n'est pas là pour blesser les gens, ça c'est une évidence, on est tous d'accord là-dessus, parce que ça me semble être. C'est important de le dire, parce que sinon on va dire oui, voilà, il y a trop de blessures. Mais en fait, il y a des moments en fait où faire 5 séries, c'est pas du surentraînement en fait. Et moi, c'est un truc, cette approche minimaliste où tu pourrais faire qu'un top 7 et tout, c'est un truc duquel je suis complètement sorti. Et faut pas avoir peur de faire le taf en fait. C'est ça. Et puis, en fait, ce genre de cas où on va avoir besoin de faire un travail vraiment minimaliste, etc., là, c'est vraiment du ressort de l'individualisation et on parle de cas à part. On ne parle pas de Ouais. règles générales. Et bien sûr que lorsqu'on fait un podcast comme ça ou qu'on fait des posts, etc., on parle des règles générales qui vont être applicables à la majorité des gens. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Le surentraînement, il est beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Le corps, il est capable de s'adapter beaucoup plus que ce qu'on pense. Et moi, le premier, en fait, à une époque, c'était qui est pas si lointaine que ça. C'était il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Je pouvais faire une série de squats, c'était un top single. Et si je Ouais. faisais plus de back-off ou quoi, j'avais mal au genou. Et c'était une douleur, c'était pas une douleur à 1 ou 2 sur 10, c'était une douleur à 6, 7 sur 10. Je sors de la voiture, je galère à sortir de la voiture. Je me lève le matin, j'ai mal au genou, je galère à sortir de mon lit. Enfin, et Mm. maintenant, c'est un nombre de séries que je fais. Du coup, je fais 5 fois plus sur une seule séance, quoi. Et il a juste fallu en fait prendre le temps de justement travailler cette capacité de travail, mettre l'accent un petit peu sur la zone de casse qui chez moi est les genoux, prendre le temps de bien renforcer la zone et permettre à la zone d'encaisser plus que ce qu'elle pouvait. Mais ce travail-là, il n'était pas faisable pour moi en ajoutant seulement des séries de back-off. Parce que forcément, il y a d'autres articulations, d'autres muscles qui prennent le relais et je ne renforce pas seulement mon genou. Et à force de travail, en fait, je suis passé de une série hebdomadaire au squat à 19-20 séries. Donc, c'est 1 fois 19 fois 20, ce qui est pas mal. mais Ouais, euh, clairement. mais en fait, quand on parle d'athlètes qui sont injury prone, des athlètes qui vont être susceptibles de se blesser plus que d'autres athlètes, moi je pense qu'il ne faut pas les voir dans ce sens-là, qu'il ne faut pas fragiliser les athlètes, puisque déjà ça va rentrer dans leur tête aussi. Ouais. Euh, mais il faut juste prendre le temps de bien faire les choses et à terme, tout le monde peut Mm. s'entraîner comme un vrai athlète, comme l'a dit Roman.
Ouais. Je En pense fait, c'est aussi. que t'es pas figé, en fait. T'es pas figé. Excuse-moi, Romain, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas figé là-dedans. C'est-à-dire que t'es pas dans ce truc de c'est comme ça. En fait, je crois que c'est ça, en fait, le raisonnement général qu'on a, c'est que ce qui est vrai à un instant T, si tu y vas progressivement, c'est comme le surentraînement, tu tombes pas dessus parce que tu as fait une séance trop lourde, hein, c'est un truc qui se répète, et si tu traques pas, bah t'en sais rien. En fait, c'est que les choses changent, et si tu as un plan, en fait, tu sais où tu vas. C'est un peu l'idée. Mais vas-y, Romain, excuse-moi. Et j'allais dire, je pense que ce qui est intéressant aussi dans le cas de Soulé, c'est que moi, j'ai eu pas mal d'athlètes aussi qui venaient en coaching et qui partaient avec je dirais, des a priori, tu vois, des idées reçues, des croyances qui étaient vraiment très, très ancrées dans le sens où, ouais, c'est une série et je peux pas en faire une de plus, pour reprendre l'exemple de Suleiman, et je peux pas en faire une de plus parce que sinon je vais me blesser. Et tu vois, vraiment se dire que, ouais, c'est une question de volume, c'est une question de ci, de ça. Et je pense que à une époque, j'aurais eu tendance peut-être à moins diguer ça, tu vois, à moins chercher à explorer cette piste. Alors qu'aujourd'hui, je pense que je me dirais, ok, est-ce que il peut pas parce que le volume n'est pas adapté? Est-ce qu'il peut pas parce qu'il est blessé? Et à ce moment-là, est-ce que, je sais pas, pendant une période, ça peut être intéressant de faire peut-être des back-off en high bar parce que il a moins mal comme ça, ou tu vois que ça permet d'augmenter progressivement et que c'est pas forcément, il peut pas le faire, peut-être que c'est pas forcément que lié au volume, tu vois. Peut-être que c'est aussi lié, encore une fois, à l'intensité, parce que souvent c'est le cas, hein. Clairement, moi j'ai vu énormément d'athlètes qui me disaient ouais, je peux pas faire de bench, je peux pas faire plus de 15 séries de bench, tu vois, par exemple, dans la semaine, parce que au-delà de ça, j'ai mal. Et j'ai des exemples en tête de gars que j'ai pris qui sont montés jusqu'à peut-être, je sais pas, 22 et parfois plus, 22 séries en tu sais, 2-3 blocs. Et en fait, les gars, en corrigeant un peu la technique, en modifiant un petit peu l'intensité, ils avaient moins mal à 23 séries semaine qu'à 15. Et donc, c'était pas du tout une question de volume, en fait. C'est aussi une méthode d'exécution. Forcément, si déjà ta technique est pas forcément bien ancrée, bah, tu peux avoir un mouvement qui est beaucoup plus stressant. Et un mouvement qui n'est pas solide avec des charges lourdes, généralement, ça fait du dégât, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah, ça fait le lien avec une partie que je voulais aborder aussi, c'est le fait que la technique est toujours améliorable. Enfin, c'est un truc sur lequel le volume que tu peux encaisser dépend de ta technique. Et il faut pas avoir peur de bien bosser. Enfin, comment dire, je vais pas dire de bien bosser sa technique parce qu'en fait, il faudrait toujours le faire. En fait, il faut arrêter de penser que le travail technique, ça se fait avec du 10 x 2 RPE 5 en fait. L'accumulation des séries, ça te permet de en fait, il faut vraiment essayer de se dire que encore une fois, c'est un sport de technicien, mais c'est un truc que plus le temps avance, je pense là-dessus, on arrive sur un truc où faire de la série, ça te permet d'automatiser, automatiser, ça te permet d'encaisser. Et ensuite, on avance. Et je pense que c'est un truc sur lequel, voilà, si vous êtes capable juste de faire un top 7 et pas de back-off, bah, vous passez peut-être à côté d'une une quantité de répétitions sur la carrière qui change la qualité d'exécution, je pense. Et j'allais rajouter un petit élément, Roman, c'est que tu as dit que la technique était tout le temps améliorable, et du coup, je vais prendre un peu le Ouais, contre-pied, ouais. bien évidemment, tu vois. Mais je dirais que j'ai vu aussi pas mal d'athlètes qui étaient en mode ok, j'arrive pas à Hmm. progresser parce que il faut que je puisse ponter plus, ou tu vois, parce que j'ai trop d'amplitude, ou parce que j'ai pas de leg drive. Hmm. Et en fait, ça, c'est pareil, je trouve que c'est un raisonnement, je dirais, de débutant, où tu te dis, tu sais, Hmm. encore une fois, quand tu débutes, tu découvres le bracing, tu prends 5 kilos sur ton squat. Tu découvres le low bar, tu reprends 5 kilos, tu as des nouvelles genouillères, tu reprends 5 kilos, une ceinture, et à chaque fois, tu rajoutes du poids. Et tu te dis, OK, maintenant, si j'arrive plus à progresser, c'est parce que j'arrive pas à améliorer ma technique, tu vois. Et maintenant, moi, l'idée, c'est de me dire que tu peux progresser même sans avoir une technique qui est sur le papier optimale. La technique optimale, peut-être que tu l'auras jamais. La technique optimale, c'est peut-être tout simplement comment est-ce que tu peux lifter déjà en sécurité et de manière similaire d'une série à l'autre et d'une séance sur l'autre. Et en fait, déjà avec ça, même sans avoir une technique qui, sur le papier, est parfaite, tu te retrouves déjà à Hmm. pouvoir progresser à fond, en fait. De Bah, toute façon, encore une fois, tu auras toujours des petits trucs que tu pourras améliorer qui ne seront même pas toujours visuels parce qu'un coach qui soit avec toi en salle ou derrière un écran, il y a des choses qu'il ne pourra jamais voir parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Et, et ça, c'est aussi quelque chose qui me paraissait important d'aborder, vu que tu as dit que Ouais, la technique non, était mais, non, toujours non, mais je améliorable. suis Je le d'accord. pense. Non, non, mais je le pense. Je pense que la technique est toujours améliorable. Il y a toujours des trucs qu'on peut faire mieux, que ce soit au niveau mécanique ou même au niveau de la pensée. Tu vois, se dire, OK, il faut que je me place un peu plus comme ça. Il faut que je pense à, je sais pas, peut-être avoir plus confiance en moi. Je pense que ça fait aussi partie de la technique au sens large. Mais se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une technique optimale pour progresser, c'est aussi quelque chose qui peut débloquer certains esprits, quoi.
Ouais, Ouais, je suis carrément. Et j'avais deux, trois exemples en tête, en fait, qui allaient dans ce sens-là. C'est les développés couchés de Jake Amendola en Open moins de 105 aux USA. Je sais pas si vous voyez qui c'est. je crois que je vois qui c'est. Ouais. Pour vous faire le topo, c'est un bonhomme de 105 kilos qui s'allonge dos à plat sur le banc et qui bench 260 kilos. Un Euh, master grip de vrai champion. non, lui, c'est Cheston Fission sur Insta. Oui, Mais non, mais lui, oui, je vois qui c'est, mais oui. Ah, lui, mais lui aussi, c'est on la peut- même mouvance, ça, tu vois. c'est la même mouvance. Et sinon, un exemple qui va peut-être parler à un peu plus de personnes, c'est Rondel Hunté, donc, Ah qui est ouais, l'un des ouais, je meilleurs moins vois. de 120 au monde. Et pareil, il se place sur le banc, ok, il cale un peu ses épaules, mais il a une amplitude équivalente sur son développé couché que moi sur mon squat, et ça ne lui empêche pas de pousser 250 kilos, quoi. Ouais, Bah, c'est ça. même tu vois, dans une certaine mesure, moi j'ai souvent des athlètes, ils m'envoient John Hack et ils me disent ouais, je comprends pas comment il fait. Bon, y a pas que le côté nature, on est d'accord. Mais tu vois, le gars, il se met sous la barre et en fait, à force d'être toujours un nerd de la technique, faut pas oublier de forcer aussi, quoi. Tu vois, à force de dire attends, mais là, je cherche un peu plus de rotation externe, je cherche un peu plus de torque à l'extrême, tu vois. À un moment donné, je suis d'accord que ça a du sens, mais à un moment donné, il faut pas oublier de pousser non plus, en fait. Ouais, C'est, carrément. tu vois, le bench, ça reste, même si tu as un leg drive, c'est un lift corps complet, je suis d'accord, mais ça reste un lift haut du corps aussi, tu vois. Donc à un moment donné, il faut tendre tes coudes et pousser, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Ouais, ouais, et puis il faut le faire beaucoup de fois en fait. Faut juste pousser souvent et tu vois, par rapport à ça aussi, ça m'a fait rire parce que tu m'as dit il faut juste pousser. Mais moi, je dirais qu'il y a un aspect aussi sur lequel je suis pas mal revenu en termes de coaching, c'est l'aspect hype. Et là, je pense que Souley aussi aura beaucoup à nous dire à ce sujet-là. Mais Roman, je sais pas si tu te souviens au tout début quand on s'entraînait, moi, il y a des, Ah il y a des putain. périodes où je me disais, ok, j'arrive pas à être fou, c'est mort, je pourrais pas soulever une barre, tu vois. Ah Et ouais. vraiment, c'était son et lumière, hein, tu vois. C'était, on tape la tête dans le mur, on crie comme un Son et demeuré. lumière. Il fallait les chants de la Légion et tout, sinon c'était mort, tu vois. Et il y a des portes à la dure entière qui s'en souviennent. Mais le truc, c'est que ouais, maintenant, j'aurais tendance à me dire, bah justement, c'est pas que être un Mongolien. Et je pense que bon, même si. Non, mais gros, c'est vrai, tu vois. Quand tu fais Ouais, je suis ça, d'accord. Ouais. tu désactives une petite partie technique. Ça veut pas dire que, évidemment, hein, le côté adrénaline, etc., ça peut t'aider à en faire plus. Ça, je dis pas le contraire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent dépendants de ça et qui le font au détriment de leur technique, tu vois. Qui, du coup, perdent certains points, qui vont comme des malades. Et la hype, Dieu sait que c'est quelque chose que tu peux pas avoir tout le temps, tu vois. Tu dépends beaucoup de tes Ouais. sentiments sur le moment, etc. Et moi, je sais que du coup, à cette période-là, il y a des fois où forcément, j'arrivais moins à me hyper et je me sentais complètement désemparé. Tu vois, j'avais plus du tout confiance dans mes lifts, etc. Et du coup, aujourd'hui, je sais que plutôt que de chercher forcément à dire au gars, ok, ça passe pas, tire plus fort, tu vois, bah peut-être concentre-toi plus et c'est pas forcément en criant dans tous les sens, même si certains ça peut les aider. Peut-être amener un peu Ouais. plus de locus de contrôle, comme dirait Roman, pour essayer de tempérer un peu le grizzly, tu vois. Ouais, Ah, je suis d'accord. Je suis c'est d'accord. ce que j'allais dire aussi. C'est ce que j'aime bien dire, c'est plus de concentration, moins d'excitation en fait. Euh, Ouais, je suis c'est d'accord. c'est ça en fait qui va nous permettre d'avoir pleine conscience de notre corps, le moindre petit détail, sentir ce qui va pas, pouvoir adapter derrière. C'est vraiment super important. Et puis moi le premier en fait, si on prend mon début de carrière dans le powerlifting, on regarde mes premières compétitions. Sur mes peut-être 5 premières compétitions, je m'en sortais toujours avec un 1 sur 3 au squat. Un essai validé et c'était pas toujours l'opener. Donc, et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi. Et à un moment, je me suis posé et j'ai compris, en prenant un petit peu de recul, que c'était parce que je cherchais à trop me hyper en compétition. Et que c'était Et pas ton truc en fait. Ouais, c'est ça, je me hypais trop. Et du coup, arrivé sous la barre, ben, j'ai les jambes qui tremblent un petit peu. Je sens pas forcément la bonne technique ou quoi. Et puis au final, arrivé en bas du mouvement, je perds toute la tension et puis je m'écrase, quoi. Et moi, c'est quelque chose chez moi qui a beaucoup fait défaut. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner sans musique, à chercher à prendre plus de contrôle sur mon corps, en fait, me concentrer sur tout mon ressenti, vraiment commencer à faire de la visualisation. Ça m'a beaucoup aidé. Et derrière, bah, là, si on regarde mes 3 ou 4 dernières compétitions, j'ai fait 3 sur 3 au squat. Et j'espère que ça va continuer sur cette lancée, puisque maintenant, je sais squatter, en fait. Et j'ai pas besoin d'être surexcité pour soulever 270 plus au squat.
Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, une séance de Suleiman, c'est presque devenu un cours de yoga, en fait. Le gars, Ouais. le gars, il se relaxe et limite, s'il met pas la musique méditation, il prend ses quelques gouttes de CBD, il s'assoit, tu sais, comme le petit intello devant au premier rang, il bouge pas, tu vois, il y a pas un bruit qui est plus haut que l'autre, et en fait, ouais, ça te réussit beaucoup mieux, quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est drôle parce que c'est vrai déjà. Et puis, Je sais que c'est vrai. ça se retranscrit beaucoup en compétition aussi. On est venu me voir pas mal de fois, en fait. Et je vais pas dire que je sors du lot, mais je suis vraiment différent en tant qu'athlète par rapport à la masse des athlètes qui vont justement se taper la tête contre le mur, mettre la musique à fond, chercher à crier, etc. Je crache pas dessus, hein. Si ça marche pour vous, continuez à le faire. Mais Ouais, mais si ça marche pour vous, en fait, c'est si ça marche pour vous, faut vérifier ce que voilà. ça produit comme effet. Mais derrière, moi, ben, en fait, je suis en compétition dans la salle de chauffe et j'ai pas besoin de casque parce que je peux très bien me concentrer sans musique. Je peux faire abstraction du bruit autour, je peux faire abstraction des gens. Et si je me pose en fait sur un banc ou sur une chaise, que je baisse la tête et que je ferme les yeux, je suis ailleurs. Il y a plus personne, il n'y a plus de coach, il n'y a plus d'athlète, il n'y a plus de compète. Et c'est juste moi et je reprends en fait juste avant de monter sur le plateau pleine conscience de mon corps et de mes capacités. Et quand j'arrive sous la barre, bah, c'est top, quoi. Je suis comme à l'entraînement et du coup, je suis super relax et je fais ce qu'il faut, quoi. Et dans 2 ans, il commencera à l'éviter, tu vois, entre les compétitions. Dans 2 ans, il tient plus la barre. C'est ça, Il fait du, exactement. il, Elle se Ah, fait par il la fait foncer. du pensée. terre, il fait du terre, il se présente devant la barre et il entend down, tu vois, tout de suite. Ah Non, ouais, mais c'est mais je clair, c'est suis clair. Je d'accord suis avec ça. d'accord que le fait d'avoir plus de contrôle comme ça peut énormément aider. D'autant plus que j'ai remarqué que c'est aussi une approche qui, je trouve, va de pair. C'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se hype énormément et qui, en fait, sont déçus de ce qu'ils font. Ah ouais, 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 Tu ça vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est. tu te hype énormément, tu dépends de ça, tu es dans un état de conscience qui n'est pas exactement le même que celui que tu pourrais avoir habituellement. Tu es beaucoup plus sensible, je dirais, émotionnellement, etc. Et en fait, tu te retrouves dans une position où si ça se passe bien, c'est normal, en fait, c'est ce qui devait se passer. Et si ça se passe pas bien, là, c'est catastrophique, tu y penses pendant Ouais. une semaine, etc. Et plutôt que de chercher à encourager le progrès, tu vas te dévaluer, en fait. Tu vas te dire, putain, je suis une merde, etc. Et en fait, plus tu te dis que t'es une merde, plus tu vas le devenir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Non, Plus tu mais vas te dire, clairement. plus tu te dis, putain, je suis nul, etc., plus tu vas devenir nul. Et ça, c'est Mais un truc aussi que j'ai mis du temps à réaliser, mais je l'ai vu pour énormément d'athlètes. Et c'est pour ça qu'aussi, je trouve que dans les. Bon, ça, c'est du coup sur le point de vue vraiment beaucoup plus coaching. C'est très important d'être sévère quand il le faut, à mon sens, ouais, mais aussi de savoir récompenser quand ça va. Parce que tu as ouais, je suis des d'accord. athlètes, en fait, juste le fait qu'ils comprennent que là, c'est très bien, tu vois, là, c'est très satisfaisant, il faut que tu continues comme ça. Tu leur expliques à quel point, pourquoi c'est bien et ce qu'il faut qu'ils essaient de reproduire. Et en fait, les athlètes, ensuite, là, pendant 6 mois, leur technique, il n'y aura plus rien à dire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est un truc dont je pense qu'on a beaucoup discuté et sur lequel moi je mets beaucoup l'attention aussi, c'est que l'échec entraîne l'échec et la réussite entraîne la réussite dans ce sport de technicien. C'est que tu es vraiment là-dessus, sur le fait de. En fait, j'aime bien l'idée parfois de challenger un athlète, tu vois. Genre, c'est un athlète, tu sais, qui se ménage un peu, tu peux lui mettre un petit coup de pied pour que, voilà, à un moment donné, voilà, il sorte un Ouais, peu de bien la zone. sûr, bien sûr. Et ça, je pense que c'est aussi le rôle d'un coach. Mais parfois, juste, en fait, dire, OK, on se met dedans. Moi, j'en parlais, bah, Naël, s'il écoute, il pourra s'en rappeler. Ouais, C'est faire un beaucoup. streetlifter que je coach. Et je lui dis souvent, quand tu fais ton mouvement, concentre-toi sur ton mouvement, en fait. Parce que en vidéo, c'est un gars, parfois, il va regarder à gauche, il va regarder à droite. Enfin, tu sais, il est pas dans son mouvement. Et je lui dis, si tu as 4 séries, si sur les 3 séries, t'es pas dans ton mouvement, bah en fait, tu as 3 séries qui sont passées à la trappe, en fait. Et je dis pas de devenir, voilà, t'es pas le C'est pas maître ça, mais yogi ouais. absolu, mais à un moment donné, non, mais à un moment donné, tu vois, quand tu t'entraînes, T'arrives pas enfin, à le faire léviter, celui-là. non, mais tu vois, à un moment donné, il faut quand même te concentrer et trouver ce qui marche pour toi. Mais c'est important de bien conscientiser sa pratique. Ça, c'est un truc, je me rendais pas compte à quel point, en fait. Peut-être que c'est ça qui explique le progrès de certains athlètes ou l'échec d'autres athlètes. Quand on dit c'est dans la tête, en fait, je pense qu'il faut pas simplifier à l'excès, mais il y a quand même un aspect mental qui est, en tout cas, vous savez que moi, en tout cas, c'est un aspect qui pour moi est fondamental dans notre coaching et sur lequel moi je vous sensibilise évidemment parce que bah, c'est un truc qui me parle. Mais faut récompenser vos athlètes, leur expliquer voilà si ça c'est bien, ça si c'est pas bien. Mais la relation
crée le progrès. Moi, je pense que c'est au-delà de la planif, c'est la relation qui crée le progrès. Oui. Et ça, je m'en suis rendu compte en fait en essayant plusieurs coachs et j'ai pu avoir des coachs qui étaient très bons, je pense, en programmation, mais sur la relation, c'était pas ça. Et j'ai pu avoir des coachs qui parfois étaient moins bons sur le côté progrès, mais qui étaient excellents dans la relation. Et résultat, j'avançais mieux en fait. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Et je pense qu'à ce propos-là, pour le coup, c'est quelque chose de très à part parce que ça peut venir du coach, mais ça peut aussi venir de l'athlète, tu vois, de la manière dont il se voit, etc. Et Ouais. je suis surpris de voir à quel point les gens sont d'accord pour dire que l'aspect mental en force athlétique est essentiel, tu vois, il est hyper important. Et pourtant, de voir que presque personne se fait suivre à ce niveau-là, tu vois. Ah, Et mais pour le coup, c'est 100%. pas prendre, pas forcément prendre un psychologue au coin de la rue ou quoi, c'est prendre quelqu'un qui connaît son travail, qui peut vous apporter quelque chose, qui connaît la pratique et qui est capable de mettre avec vous en place des outils pour s'améliorer, tu vois. Et bon, là, je prêche pour ma paroisse. Allez voir Roman Malo tout de suite, Non, mais si non, vous mais je êtes suis en aide. d'accord. Non, mais sérieusement. Et je pense que, pareil, le fait de se débloquer, de réussir à agir sur d'autres aspects, et c'est pas forcément une séance que ça va arriver, évidemment. Mais le fait de réussir à voir les choses différemment, de se poser des questions sur comment on se perçoit, etc. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais c'est le gars de Calgary Barbell, là. Vous savez, Bryce avec Ouais, le ouais, nom de ouais, famille avec ouais, il en parle que des souvent. consonnes, qui avait dit qu'en fait, il s'était longuement vu comme un poverty bencher, que ça avait complètement empêché le gars de progresser, et que même lui, le fait que il entend qu'on parle de lui comme un poverty bencher, il s'était dit bon bah c'est bon, je suis un poverty bencher, et via ce truc de je sais pas, de neurones miroirs, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il disait ok, je suis un poverty bencher, donc je peux y aller à fond, mais de toute manière je resterai un poverty bencher, tu vois. Ah, mais ton sentiment d'efficacité personnelle, il dépend de ce que tu te dis très clairement. Et c'est ce que je dis parfois avec certaines personnes que j'en consulte. Je leur dis, mais si t'arrives à la salle et que tu te dis déjà, je suis une merde, de toute façon, le haut niveau, c'est pas pour moi, jamais j'y arriverai, le temps que je passe, il est pas rentable, on peut parier de l'argent, mais ta séance va pas être excellente. Non, mais Oui, tu vois, bien sûr. c'est une évidence. Je dis pas, moi, je crois pas au truc de j'arrive et tu sais, on n'est pas chez Objectif Billionnaire, tu vois, c'est pas il faut vaincre tes croyances limitantes. Mais tu vois, quand tu as un athlète, il arrive et il est pas dans sa séance et tu sais, il est en train de penser à 36 000 trucs, il se met en place et il reçoit un appel. Enfin, tu vois, c'est des trucs, tu dois créer ton atmosphère. Et en fait, ça me fait rire. Tout le monde parle de cet aspect mental, mais qu'en est-il, tu vois? J'ai envie de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Et Qu'est-ce qu'on bah, propose, ouais. qu'est-ce qu'on propose? Et expliquez-moi ce que vous mettez en place. Si crier, c'est votre truc, bah allez-y, il n'y a pas de problème. Mais l'aspect Oui, mental, mais c'est pas que ça, ça, tu vois. crier, c'est pas de la prépa mentale, en fait, Non, mais tu vois. voilà, c'est pas de la prépa mentale, tu vois. Écouter le chant de la Légion, on le fait, mais c'est pas, tu vois, c'est pas surtout, je pense pour des athlètes de haut niveau qui veulent passer, je dirais, à du très haut niveau. 2,5 sur une barre, je suis même pas sûr que ce soit perceptible par le corps humain, tu vois, parfois. Par Ouais, contre, ouais, ouais, bien le sûr. conditionnement que tu vas pouvoir mettre en amont, ça change énormément de choses. Mm. Énormément de choses. Tu vois, Bah, c'est. pour parler un petit peu d'expérience personnelle, puisque du coup, moi, j'ai aussi très longtemps été limité par mes croyances propres, que ce soit au niveau du bench ou bien sur mon exécution en compétition, parce que forcément, quand on fait nos 5 premières compètes et qu'on valide qu'un seul squat, on n'est pas super rassuré pour la suite, quoi. Et il y a deux choses qui m'ont aidé. C'est déjà arrêter d'être négatif, arrêter de m'auto-flageoler sur le fameux poverty bench. Il y a les Américains, ils aiment bien dire un truc, c'est speak it into existence. Ça veut dire, euh, la traduction Il est trop littérale, elle américain veut pour rien moi. dire, mais en gros, c'est dire les choses pour qu'elles se produisent, quoi. Et Fake it until you make it. non, c'est pas ça. Faut pas fake, Ça faut m'a pas fait fake le penser 1 à sur ça, tu vois. 3. Faut pas Le 1 fake. sur 3, faut pas fake. Mais le speak it into existence, ça marche aussi pour les choses négatives, en fait. Et si vous vous répétez à longueur de journée, soit tout seul, soit avec vos potes, soit avec votre coach, je suis une merde, j'ai pas 900 de total, bah ok, tu vas rester une merde et probablement que tu n'auras jamais 900 de total. Mais le fait de dire des choses positives, je sais que ça peut paraître un peu bateau, un peu. Parfois, on n'y croit pas, en fait, mais juste se dire qu'on peut y arriver, se dire qu'on a des objectifs qui sont importants, mais qu'on peut le faire, etc. Que ce soit à nous, ben, je ne vous dis pas de faire une story Instagram où vous dites que vous allez battre Brett Gibbs. Je ne vous dis pas de faire ça. Mais juste
se donner des objectifs et être convaincu et se répéter très régulièrement qu'on peut les atteindre, ça c'est une bonne méthode en fait d'avancer. Et la deuxième méthode, c'est ce qui m'avait un petit peu drive sur la prépa Europe avant que je me flingue d'ischio, c'était l'auto-hypnose. Et l'auto-hypnose, en fait, il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui y croient, mais concrètement, je pense qu'on ne peut pas ne pas y croire. En fait, c'est juste le degré, de réussite qui va dépendre. Okay. Il y a des gens sur qui ça va marcher un petit peu, et il y a des gens sur qui ça va marcher beaucoup. Mais en fait, juste le fait de pouvoir parler à ton esprit, n'importe qui, sur n'importe qui, ça va marcher. Ouais, en fait, c'est que c'est un truc, en fait, mais là, je prêche un convaincu, mais Soulé, tu le sais, mais c'est que ce truc, en fait, c'est même pas une question d'y croire ou pas d'y croire, c'est que la plupart des personnes qui décident de ne pas y croire ne vont même pas tester. Et en fait, quand tu leur fais découvrir, ils disent ah ouais, mais en fait, c'est cool, tu vois. C'est un peu comme une consulte. C'est tu dis ouais, bah, je sais pas à quoi ça sert, et après, tu en fais une, tu te dis mais ah ouais, en fait, c'est pas si mal. En fait, c'est comme un coaching. Quand tu prends un coaching, au début, tu dis ouais, mais je sais faire ma prog, tu vois. Je connais, je sais ce qu'il faut que je fasse. Et en fait, une fois que tu as goûté à ça, tu te dis, mais comment je faisais avant, en fait? Ouais, c'est ça. Plus jamais l'auto-coaching, plus jamais. Plus jamais l'auto-coaching, tu vois. Et même quand tu sais te coacher, hein, parce que. Mais bien sûr. Allez voir notre podcast précédent. Ouais, mais clairement, non, mais l'auto-coaching, c'est une. Tu vois, c'est comme c'est ta crise existentielle quand tu as 16 ans et que tu t'habilles en gothique, tu vois. T'essayes. Oh mon Dieu. Non, mais tu vois, t'essayes, mais au final, tu te rends compte que c'est une mauvaise idée, tu vois. Bah, du coup, il m'a fait rire, j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, mais l'aspect mental, moi, je repense avec un exemple très concret. Moi, c'est un truc sur lequel, mais là-dessus, j'avais aucune idée de ça, c'était le game day coaching. Je pense qu'on peut finir là-dessus, mais tu vois, Béranger, par exemple, Béranger qui a chopé son minima au Silent Worker, là. Au gramme près. Mais c'était parce qu'il était matrixé, tu vois. Enfin, je veux dire, In the zone. non, mais il était, tu vois, voilà, in the zone, clairement, il était in the zone, tu vois. Et on se rend pas compte, en fait, à quel point ça a un impact, ce petit truc, mais ça change, mais ça passe, enfin, tu passes du tout au tout. Même, je pense à Léa, tu vois, Léa, elle avait hyper mal à la côte parce qu'elle s'était blessée avec une ceinture trop petite. Je suis pas sûr que je suis pas sûr qu'elle avait 140 au dead comme ça, tu vois. Mais elle a été, tu vois, elle s'est mise dans un état, je pense elle a dépassé tout ce qu'elle a fait et elle a passé ce qui était prévu. Et en fait, la compète, la compète et l'approche mentale, c'est pas juste, tu vois, c'est pas un truc ésotérique, c'est pas un truc où tu te mets à, enfin, les gens ont l'impression que c'est un truc, tu vois, je sais pas comment dire, vaporeux, quoi. Mais c'est un truc c'est un truc que, je veux dire, s'il y a bien un truc qu'on a plus besoin de démontrer, c'est que le sport de haut niveau, c'est aussi dans la tête. Enfin, je veux dire, on n'est pas, enfin, je veux dire, on ouvre une porte qui est déjà bien ouverte, je pense. Enfin, si vous en doutez, posez-vous des questions, quoi. Et j'allais dire aussi un autre truc, c'est que souvent, tu sais, tu te dis, bon, c'est une croyance qui peut être assez logique au vu de ton expérience, mais de se dire, ok, ça fait tant de temps que je stagne sur un mouvement, j'étais persuadé que ça allait pas, etc. Bon, les dés sont jetés, tu vois. Et moi, Ouais. j'ai vu ça avec beaucoup d'athlètes et ça a été moi-même mon cas, tu vois. Là, je parle de mon bench. Clairement, j'ai commencé la force, je faisais du master grip. Tu vois, je benchais les bras comme ça, exactement le dos à plat. Et bon, pour vous donner un petit ordre d'idée, je me souviens, je faisais mes séances où j'avais mon bench et ensuite j'avais mon développé couché aux haltères. Et je me souviens que le jour où j'avais max out, j'avais fait 100 ou 105 kilos, tu vois, un truc comme ça. Je crois que j'avais à peine dépassé 100 kilos. Et vraiment RPE 12, tu vois, genre je suis devenu tout bleu. Je me souviens, c'était dans une salle un peu ghetto en Angleterre et tout le monde Ah, était c'était venu me voir. avec la capuche, je crois. C'est ça. Yes, yes. Et juste après, bench halter, 8 reps à 50 par mois, tu vois. Et donc, j'avais un niveau aux haltères qui était bien supérieur à ce que je pouvais faire au bench. Et même ensuite, quand je me suis mis un peu plus dans le power, etc., que j'ai décidé de me spécialiser un petit peu, bah, mon bench, ne progressait pas tant que ça, tu vois. J'ai galéré, ceux qui étaient avec moi s'en souviennent, mais toutes les semaines, j'allais dans ma salle et j'essayais de taper les 120, puis après, c'était les 140. Et je les jouais toutes les semaines, en fait, tu vois. Il y avait marqué single at 9 ou single at 8, et je le loupais toutes les semaines. Et en fait, je me disais, bon, bah, de toute façon, c'est pas fait pour moi, tu vois. Et je suis resté peut-être, je sais pas, peut-être un an et demi à bloquer sur 130, 140. Et ça montait pas du tout, hein. Vraiment, ça montait jamais. Et à partir d'un moment, je sais pas, j'ai commencé à lâcher prise, je me suis peut-être fait un peu plus confiance.
Et tu vois, aujourd'hui, j'ai un bench qui, par rapport à mes autres mouvements, est plus que convenable. Ouais, Et clairement. pourtant, Ah, c'est c'est ton jamais. meilleur lift. Ouais, c'est mon meilleur. Bah, surtout, c'est Ouais, c'est celle ton que je peux meilleur faire. lift. Donc, tu te mouilles pas trop en disant ça, tu vois. Mais clairement, et je pensais qu'il fallait que je réduise mon amplitude à fond, etc. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus d'amplitude à l'heure actuelle que quand je bloquais à 140, tu vois. Et ouais, parfois, il faut un peu de temps, mais tu vois, j'ai stagné pendant 1 an et demi, puis ensuite c'est bien monté. Et honnêtement, je pense que quand j'avais commencé le power, jamais je me serais dit, ah ouais, un Ouais. jour, tu vas bench, je sais pas, à 180 plus, tu vois. Impossible. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que l'aspect mental, il est important pour deux types de personnes. Je pense, si on peut conclure là-dessus, je pense que les gens doivent bien entendre que l'aspect mental, il est indispensable si vous voulez faire du très haut niveau. Ça, je pense que Mm. c'est aucun doute. Mais il est encore plus important, cet aspect mental, si vous n'êtes pas gifted. Tu vois, c'est que si t'es pas le gars qui peut faire tout et n'importe quoi et progresser, c'est aussi un axe de progrès sur lequel tu peux aller, tu vois. Je veux dire, si par Ouais. exemple, tu vois, si t'es un, tu vois, si t'es pas bon au bench parce que, bah, je sais pas, tu vois, bras long, enfin, on va dire la morpho anti-bench, bah, soit tu passes ton temps à pleurer et tu te dis, ok, bah, mon bench, bah voilà, ça va être compliqué et compagnie. Soit tu te dis, ok, comment je peux essayer peut-être de gratter même 2,5 grâce à un meilleur conditionnement. Et en fait, c'est déjà ça de prix. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien à perdre en fait à considérer que l'aspect psycho fait partie d'un suivi, fait partie du progrès. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu vois, quand je dis ça, on me dit oui, oui, mais par contre, quand tu vois, effectivement, quand on parle des aspects mentaux, bah en fait, tout le monde se résume à mindset, tu vois. Et je pense que c'est pas que ça. C'est ça, mais c'est pas que ça. Et en fait, je pense que si on veut pousser les sports de force à un plus haut niveau, ça passera par accepter que en fait, c'est pas qu'une prog, en fait, c'est pas, tu vois. Sinon, je finis sur cet exemple, mais sinon, les IA, en fait, les intelligences artificielles feraient des super prog. Et moi, tu vois, j'ai suivi le truc de Gareth Blevins. Et bah non, mais tu vois, niveau tracking de données, on n'est pas, il n'y a pas mieux enfin tu vois, il y a pas mieux que de l'IA, enfin pour trouver des corrélations, pour trouver tu vois, du deep learning, trouver les variables qui vont ensemble, bon ben c'est parfait, Après, tu ça vois. dépend de la qualité de l'algo aussi, tu vois. Non, non, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois bien que en fait les gros athlètes retournent à des coachs physiques entre guillemets. Tu vois, ils retournent, tu vois, quand t'es coaché par, je sais pas, Bryce Lewis, t'es coaché par Mike Tuchscherer, c'est aussi parce que t'es coaché par Bryce Lewis ou Mike Tuchscherer et que t'entends le vocal de Bryce Lewis ou Mike Tuchscherer que bah en fait la relation te fait progresser aussi en fait. Ou sinon, quand tu es coaché par Romain Lefebvre, Roman Malo ou Ouais, Souleymane. ouais, ouais, mais non, non, mais c'est difficile. Après, non, non, mais on a des athlètes qui écrivent intensité basse et qui après nous disent oh je vais mourir. Ils écouteront ce podcast et ils se reconnaîtront. Mais ouais, je pense que c'était vachement important de parler de ça. D'autant plus que c'est pour moi, en fait, il y a un truc que tu as dit qui était assez intéressant, c'est que tu as dit que pour toi, il y a des athlètes qui n'étaient pas gifted, mais qui pouvaient compenser par le fait d'avoir un bon mental. Et je pense Complètement. que, en fait, souvent, ceux qui sont gifted, c'est plutôt ceux qui ont un bon mental, en fait. Ah, je Ouais, me, les je deux, me ouais, je suis souviens d'accord. qu'avant, pour reparler du coup, pour revenir un peu dans le thème, on disait que avant, comment est-ce qu'on avait tendance à coacher? Bah, moi, je me disais, OK, grosse cage, bras court, ça y est, ça va être le nouveau world record de bench, tu vois. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce qui se dit au niveau de la science, on se rend compte que les leviers, la morphologie, c'est loin d'être le facteur numéro un dans la performance. Et je pense que pour le coup, l'aspect purement mental, comment est-ce que tu approches tes barres, comment est-ce que tu t'investis, est-ce qu'à côté tu récupères bien, etc. Si un gars sur le papier, même s'il est peut-être plus musclé, qu'il a des meilleurs leviers, mais qui ne croit pas à ce qu'il fait, etc., il sera moins bon. Et tu vois, je suis pas mal ce qui se fait au niveau de, tu sais, à Luskov, là, du côté de Villepinte, et je vois des athlètes qui, clairement, sur certains mouvements, sont loin d'être gifted, tu vois, et qui pourtant font des trucs de fou. Ils sont hyper forts. Ah, bien sûr, bien Et, sûr. et je pense Ça, que c'est la c'est parce mentalité que. Uskov, ça. Hein? C'est Ouais, la mentalité Uskov, ça. Non, mais je pense ouais, que c'est ça. Non, mais, objectivement, mais c'est ça aussi. joue, bien Non, sûr que mais ça si, joue. bien sûr, mais ça joue, tu vois, je dis ça en Faut qu'on souriant, faut mais qu'on faut qu'on fasse venir les soldats de l'ombre sur le podcast là. Ils ont débloqué un truc là-dessus, j'en suis sûr, tu vois. bah, Faut faire une Stanley et invitation. Billy, si vous passez par là. Ouais, ouais, bah vous êtes Mais les oui, c'est bienvenus. clair qu'au niveau de l'atmosphère, ouais, il y a clairement quelque chose qui se passe, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de bons athlètes qui émergent et qui viennent de là-bas. Ouais, bien sûr, Ouais, très carrément. clairement. Ouais, clairement, clairement. Ah bah, Bon, sur ces belles paroles, ouais, moi, je pense qu'on a fait le tour. il est 21h40, je vais m'entraîner dans 20 minutes. Ah, là, on t'a conditionné, tu peux pas faire une mauvaise séance là. Là, je suis conditionné, mais en même temps, je suis resté assis super longtemps et j'ai mal au dos. Donc.
Allez, ça y Oh est, là ça là. se plaint. Ouais, c'est Sven, parti, Anthony, c'est le carnet parti. d'excuses. Pas d'excuses, Oh là là. j'annonce ici. Bah, j'aurais fait ma séance le temps que ça sorte, mais 6 x 5 à 225, c'est un gros PR au squat. Souhaitez-moi bonne chance. Aïe, aïe, aïe. Et ben, bonne chance. Bonne chance, mon Ouais, gars. bah, Merci. on va laisser Soulé aller s'entraîner. En tout cas, on vous remercie toujours pour l'entrain, pour ces discussions qui sont voilà, nos façons un peu de faire progresser à notre échelle les sports de force pour essayer de vous tout simplement de démystifier, en fait, vous expliquer ce qu'on fait avec des approches différentes. Hein. Soulé qui connaît très bien le haut niveau, Romain sur la programmation qui est un crack, et moi j'essaie de vous apporter ce que je peux faire en termes de psycho. On essaye de conjuguer un peu nos skills respectifs. Donc n'hésitez pas à nous faire part voilà, des différents commentaires que vous pouvez avoir. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, bah, nous on en a plein, mais s'il y en a que vous préféreriez entendre en priorité, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou laisser un commentaire. Et puis on se retrouve rapidement pour un prochain épisode. On va essayer de continuer maintenant avec nos meilleurs setups. On va essayer Et de. dernière chose, il y a Vas-y, Romain. je sais qu'il y a quelques personnes, enfin, je pense surtout à une personne, je suis désolé, j'ai oublié ton nom, mais qui est venue nous remercier un petit peu pour le contenu qu'on faisait donc, sur Ouais, sur ouais. le podcast. C'est Donc, l'interférence, ouais. exactement, ouais. Et donc, Ouais, merci beaucoup, ça tu fait vois. C'est plaisir. pour ça aussi qu'on continue, etc. Et donc, bon, on va essayer d'en faire plus. On va essayer de trouver des bons invités, d'avoir des sujets intéressants. Et donc, si vous êtes intéressé par notre approche, que vous avez envie d'en savoir plus ou quoi, rendez-vous sur notre site. Euh, Regardez ce qu'on vous propose un petit peu au niveau des coachings et on sera ravis de pouvoir vous aider et de vous aider à régler vos problèmes. Voilà. Voilà. Allez, Merci beaucoup, On se les retrouve gars. bientôt. Bonne soirée à tout le monde et à très vite. À plus.